Bonjour et bienvenue sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette 21e heure de direct, toujours depuis les studios de TV5 Monde. Et nous partons tout de suite en direction du Brésil à São Paulo. Alors avec une agglomération qui approche des 21 millions d'habitants, São Paulo est la plus grande ville du Brésil et la deuxième plus grande ville d'Amérique latine. Capitale de l'État de São Paulo, c'est aussi la capitale économique du Brésil. Le pays, 7e économie mondiale, connaît en ce moment une période de crise économique amplifiée par de gros scandales politiques. Pour en parler, j'ai à mes côtés Charles-Henri Chenut. Bonjour Charles-Henri. Bonjour. Vous êtes avocat et conseiller du commerce extérieur de la France. Exactement. C'est juste, parfait. Joël Glucksmann, vous êtes président de Qualitaire. Alors qu'est-ce que Qualitaire ? Qualitaire est un commissionnaire en transport. Notre métier, c'est d'accompagner les exportateurs ou les importateurs de prendre en charge leurs produits le plus près de là où ils sont produits pour les rendre disponibles le plus rapidement possible, aux meilleures conditions, là où ils vont être utilisés ou consommés. Et vous êtes au Brésil depuis ? Alors, on est au Brésil depuis un peu plus de 8 ans et nous y avons investi il y a 2 ans. En reprenant une société locale, en rentrant dans le capital d'une société locale qui, comme nous, était spécialisée sur le transport et sur la douane. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Tout à fait. On va approfondir ça tout à l'heure. Tout de suite, je laisse la parole à Damienne Loras, qui est consul général de France à São Paulo et qui doit être en direct via Skype. Monsieur le consul général, bonjour. Est-ce que vous nous entendez ? Je vous entends. Bonjour à tous. Et vous, est-ce que vous m'entendez ? On vous entend très bien, la connexion est très bonne. Est-ce que vous pouvez, en 2 minutes, me faire un point sur la présence française au Brésil et à São Paulo ? S'il vous plaît. Pour revenir sur ce que vous avez dit, São Paulo, c'est tous les superlatifs. C'est la plus grande ville d'Amérique du Sud. L'État de São Paulo, c'est le plus peuplé, 44 millions d'habitants, l'équivalent de la Pologne ou de l'Espagne. C'est également l'État le plus riche et le plus avancé du Brésil, avec un tiers du PIB du Brésil. L'État de São Paulo, c'est la 2e puissance économique d'Amérique du Sud, après le Brésil, avant l'Argentine, la Colombie et toutes les autres. Et donc, il était normal, quelque part, que la communauté française soit la plus nombreuse à São Paulo. 25 000 Français inscrits à São Paulo, au Brésil, 10 000 dans la seule ville de São Paulo. C'est là que se concentre à la fois notre présence humaine, comme je viens de le dire, mais également notre présence économique, puisque 450 et 850 entreprises françaises installés au Brésil ont leur siège et l'essentiel de leurs activités à São Paulo. Donc c'est véritablement non seulement le poumon économique et culturel du Brésil, mais c'est le point d'ancrage principal de notre communauté, de notre présence humaine et économique. D'accord. Merci beaucoup pour cette intervention, monsieur le consul. C'était très clair. Tout de suite, on écoute Frédéric Junck qui nous parle du climat des affaires à São Paulo. Le climat des affaires à São Paulo, il est tendu, mais il est la conséquence d'une crise politique que nous avons à Brasilia. Nous avons une démocratie de moins de 30 ans, une jeune démocratie, qui s'est perdue, un pays corrompu, et la société civile pressionne pour changer. La crise économique qui atteint São Paulo, le poumon économique du pays, fait qu'il y a beaucoup de secteurs qui sont en période de transition ou qui dépendent de ça. Mais vous avez des secteurs qui marchent très bien et qui grandissent très bien. Je pense qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un bon moment pour venir au Brésil, investir. Le change est favorable, les multiples sont plus faibles et les opportunités. Ce pays restera toujours le Brésil, même si aujourd'hui c'est un moment difficile. Charles-Henri, une réaction peut-être sur la situation économique du Brésil en ce moment ? Oui, ce que disait Frédéric Junck est tout à fait exact. Je crois que le pays traverse une crise très profonde. Les indicateurs macroéconomiques sont extrêmement mauvais. Ceci étant, on s'aperçoit que l'investissement direct étranger maintient sa présence. Les fusions-acquisitions ont doublé entre 2014 et 2015. Elles ont doublé au premier trimestre de cette année. Donc il y a encore, comme le soulignait Frédéric, il y a des domaines et des secteurs qui sont encore extrêmement porteur. Simplement, il faut être un peu plus aguerri et plus saillant dans son investissement. D'accord. Et quel est le rôle politique, le rôle de la gestion politique dans cette crise économique ? Alors, malheureusement, on ne peut pas dire que le politique vient secourir l'économique aujourd'hui, puisque le Brésil traverse une crise économique peut-être sans précédent depuis la dictature militaire. Ni le gouvernement, ni le Parlement, ni la société civile d'ailleurs ne relèvent le défi, ne proposent des axes ou des orientations politiques qui pourraient mener le pays vers un meilleur horizon économique. Donc le politique ne vient pas servir au contraire l'économie aujourd'hui.
D'accord. Joël, vous, quel est votre avis peut-être plus sur l'avenir économique du Brésil? Vous êtes toujours confiant ou vous doutez? Alors, nous, on s'est intéressé au Brésil comme beaucoup d'entreprises européennes dans les années 2009. Hein. Tout le monde pensait que le Brésil était l'Eldorado. Exactement. Et on y a fait des belles affaires. Je pense qu'aujourd'hui, le Brésil, je ne suis pas un économiste, hein, mais le Brésil est en train de vivre une crise sans précédent, enfin, je veux dire, depuis les temps de la démocratie. Et je pense que le dynamisme est suffisamment fort. Il a été dit que c'est la 7e économie mondiale. Je reste convaincu que cette crise, elle est conjoncturelle, elle n'est pas structurelle, qu'il y a un dynamisme, qu'il y a toujours une classe qui consomme, il y a toujours de l'argent qui circule, même si le real vaut beaucoup moins cher qu'il ne valait, mais ça crée des opportunités. On y croit. C'est un pays qui, dans le domaine qui est le mien, qui est le transport et la logistique, souffre incroyablement d'infrastructures. Et avec beaucoup d'humilité, mais beaucoup d'ambition, on a l'intention que notre groupe et notre partenaire brésilien viennent également profiter de ces situations un petit peu difficiles où il faut être créatif et innovant. D'accord. Eh bien, on va revenir justement sur ce sujet des secteurs porteurs et du transport et de la logistique juste après une courte pause et on revient juste après. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à São Paulo. N'hésitez pas à tweeter via le hashtag 24HChronoTV. On a parlé un petit peu de la situation économique, mais il reste de belles opportunités de marché. Quels sont les secteurs porteurs en ce moment au Brésil, Charles-Henri ? Alors, il y a une nouvelle économie qui est en train de se créer, qui n'est pas une économie parallèle, qui, elle, existe depuis longtemps. Toute l'économie qui draine beaucoup de naissances de start-up, d'ailleurs, en ce moment, des nouvelles technologies, le e-business, le e-banking, le e-learning. Donc, tous ces secteurs sont aujourd'hui assez porteurs. La pharmacie, la parapharmacie, la formation professionnelle. Là, on voit des investissements français récents qui ont fait florès assez rapidement. D'accord. Au niveau du transport et de la logistique, c'est votre secteur, Joël. Déjà, qu'est-ce que vous y faites exactement et quels sont les besoins au Brésil ? Alors, le Brésil, avant d'arriver au Brésil, il y a une frontière qui est très difficile à passer. C'est un pays qui, quoi qu'on dise, reste un pays très protectionniste, avec des niveaux de droits de douane et une réglementation très, très, très compliquée. Et nous avons la chance d'avoir au Brésil, nos partenaires, nos associés sont des gens qui sont culturellement très, très implantés et qui savent exactement comment faciliter ce passage de frontières. Et c'est un pays, la réglementation, les taxes ne sont pas les mêmes d'un État à un autre. Il faut savoir, il y a selon les produits, selon la destination, il est plus facile, moins coûteux de passer par un port ou un aéroport plutôt qu'un autre. Donc c'est cette connaissance du tissu qui nous permet aussi d'accompagner les sociétés françaises qui s'intéressent au Brésil. Charles-Henri a parlé du domaine de la pharma. On est aujourd'hui en train de monter une société nouvelle de notre groupe qui exerce déjà en France, spécialisé dans le conseil, le supply chain et la mise en œuvre de solutions pour accompagner justement 2 entreprises du domaine pharmaceutique et paramédical. Il y a un vrai besoin. Parlez-nous justement de l'ingénierie de la supply chain. Qu'est-ce que c'est exactement et quels sont les besoins au Brésil ? Là, il me faudrait plus que 2 minutes pour parler de la supply chain. La supply chain s'intègre dans le commerce international. Nous accompagnons les industriels dans tout ce qui touche à la partie transport et la partie douane. Donc, une bonne connaissance des modes de transport, une bonne connaissance de la déréglementation. Et il y en a de nombreuses au Brésil, nous permet de faciliter un petit peu. Donc, on vient conseiller parce que nous connaissons bien les réglementations, nous venons conseiller les entreprises européennes, françaises en particulier, sur leur implantation. Nous les accompagnons et l'idée est de les accompagner de telle façon qu'on les laisse se concentrer sur leur métier cœur qui est de fabriquer et de commercialiser leurs produits et de se reposer sur nous, sur toute la partie stockage,
stockage, distribution, dédouanement, transport et apporter leurs produits jusqu'à leurs clients finaux. D'accord. Et les JO de 2016, pour vous, alors ça, qu'est-ce que ça c'est un gros espoir. Alors, on est entre deux événements importants. Il y a eu, il y a 2 ans, la coupe du Monde, dans laquelle on n'a pas été impliqué. Mais nous avons bon espoir que notre entreprise puisse accompagner la Fédération nationale française des Olympiques pour les accompagner dans leurs besoins logistiques. Donc, sur Rio. Donc voilà, ça, c'est un espoir qu'on a. C'est pas encore fait, mais on se bat pour l'avoir. Si je peux me permettre, le Brésil, malgré un climat d'affaires tendu, lorsqu'on s'est intéressé au Brésil, on s'est intéressé avec le regard d'une entreprise française et d'accompagner des Français qui vont faire du business au Brésil. Eh bien aujourd'hui, avec un Reais qui s'est profondément dévalué, on s'aperçoit qu'il y a des entreprises brésiliennes qui viennent également travailler en Europe. Et nous en accompagnons un certain nombre. Donc il y a aussi des opportunités. Quand le Reais n'est pas cher, c'est des opportunités d'export pour le Brésil et pour les consommateurs français. D'accord. En tout cas, les opportunités pour vous au Brésil, elles sont réelles. Peut-être, vous allez nous quitter. Peut-être un petit mot de la fin pour conclure sur votre optimisme. Reste volontairement optimiste. J'ai parlé de la création d'une société. Nous en avons créé une autre au Brésil il y a quelques temps, qui s'appelle Brasilex, et qui a pour vocation d'accompagner le e-commerce, donc qui a des besoins particuliers. Et Brasilex sera là pour accompagner les entreprises françaises qui veulent se lancer dans le e-commerce au Brésil. D'accord. Merci beaucoup, Joël Glusman, pour votre intervention. On fait tout de suite une courte pause et on revient après pour un focus sur la corruption au Brésil. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International pour cette émission consacrée à São Paulo. Je vous rappelle, n'hésitez pas à tweeter via le hashtag 24HChronoTV. Alors, plusieurs personnes nous ont rejoints sur le plateau pendant cette pause. Jean-François Jarre, vous êtes managing partner pour Crystal Credit International. Quelques mots sur cette entreprise. Notre siège social est basé à Miami. Nous avons différentes opérations, dont une sur le Brésil, basée à São Paulo et Rio de Janeiro. Et nous proposons des solutions pour investiguer des entreprises sur toute l'Amérique du Sud et bien évidemment sur le Brésil. Renseignements commerciaux. D'accord, merci. Michel Cohenner, bonjour. Bonsoir. Vous êtes conseillère du commerce extérieur de la France. Tout à fait. Et vous vivez à São Paulo depuis mai 2012. D'accord. Venant de la Russie. D'accord, très bien. Pascal Gras, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de Movisafe Amérique latine. Vous pouvez me présenter cette entreprise ? Oui, donc c'est une société qui est née au Mexique en 2002. Mon associé dirige la structure mexicaine. On est installé donc au Brésil depuis 4 ans. Et vous êtes spécialisé ? Et on est spécialisé dans le conseil en sécurité. D'accord, très bien. Alors, j'aimerais qu'on commence notre discussion sur la corruption au Brésil. Alors peut-être, Charles-Henri, un état des lieux assez général sur la corruption au Brésil, rapidement. C'est une vieille tradition latino-américaine dans laquelle le Brésil excelle depuis des années, sauf qu'aujourd'hui, le pays connaît
plusieurs coups d'éclat, dont celui de Dilma Rousseff. Les vrais changements, c'est que on s'est aperçu, notamment par l'action judiciaire, qui a été assez virulente, sans tomber pour autant dans un gouvernement des juges, mais une action judiciaire réelle, forte, que la classe politique était corrompue, ça on le savait. Ouais. Ce qu'a découvert la population, c'est qu'on ne pensait pas que c'était autant, tant en nombre qu'en chiffres. Et puis surtout, ça a éclaboussé les très grandes entreprises brésiliennes avec l'emprisonnement de très grands patrons, l'équivalent de Lagardère par exemple chez nous. Exactement, le patron d'Odebrecht. Donc ça ne s'était jamais fait de la sorte. Et puis ce qu'on constate et ce qui aussi fait vaciller la société civile brésilienne, c'est qu'on est descendu d'un cran et que cela a éclaboussé et éclabousse aujourd'hui les sociétés qui sont moins les sociétés de l'équivalent du CAC 40, mais les grosses PME, les ETI brésiliennes qui, elles, sont pris aussi les mains dans l'engrenage, avec une certaine violence de la police fédérale dans le système pour appréhender, dans le processus pour appréhender les personnes qui sont poursuivies. Donc c'est quand même une ère nouvelle au Brésil qu'on n'avait jamais vue. On supputait, mais jamais ni la presse ni la justice ne s'étaient engouffrés dans cette brèche-là avec autant de virulence et parfois d'un peu de violence. D'accord. En termes pratiques, vous, Jean-François, dans les renseignements commerciaux, qu'est-ce que vous conseillez aux entreprises qui veulent investir ou être partenaires avec des entreprises brésiliennes? Quels sont les pièges à éviter en termes de corruption? D'être crédule et de croire sans vérifier les informations que le partenaire ou l'entreprise qu'on souhaite acquérir au Brésil va vous donner. Et il est important de faire appel à des avocats, à faire une due diligence et à vérifier. Ça se prête pour tous les pays, mais comme on l'a dit, on est dans un contexte très favorable avec un historique lourd et en plus donc avec des réformes qui sont importantes, c'est vrai. La mise en place de l'Anti-Corrupt Act au 1er janvier 2015, qui va obliger les entreprises à assumer des responsabilités sur une acquisition d'une société brésilienne, même sur des antécédents. Donc, les recherches préalables sont très importantes. Donc, prendre beaucoup de précautions et bien s'entourer, c'est les conseils que je donnerai. D'accord, merci beaucoup. On écoute tout de suite Denis Viala qui, lui, nous parle de la fiscalité des entreprises et de sa complexité. La fiscalité, c'est un sujet en soi. On pourrait en parler toute la journée. Vous savez, il y a plusieurs étages de fiscalité. L'État fédéral, les États de la fédération, les municipalités. Chacun a des règlements. Il y a 200 taxes et impôts au Brésil. Les règlements accumulent des milliers de pages. Donc, je crois qu'on ne peut pas résumer la fiscalité en quelques mots. Elle est volatile, incertaine et lourde. Charles-Henri, une petite réaction sur peut-être la fiscalité et l'aspect douanier au Brésil. Oui, c'est ce que dit Denis, est tout à fait exact. La fiscalité, c'est le menhir dans le jardin brésilien. Vous avez une fiscalité tripartite, donc nationale, fédérale, autant de fiscalité par État fédéré et autant de fiscalité par des milliers de municipalités, avec chacun ses domaines de compétences exclusifs. Donc, d'abord, appréhender ce système est extrêmement compliqué. Quand vous allez au Brésil, il faut faire des études préalables qui coûtent cher. Le Brésil coûte cher, on y reviendra, je pense, tout au long de cette émission. Mais d'un point de vue fiscal et douanier, il faut faire une étude préalable de l'impact fiscal et douanier. Et l'autre chose sur laquelle on insiste peu, c'est votre géolocalisation, puisque vous pouvez être attrapé par des sirènes qui chantent bien là où sont les paradis fiscaux, et puis vous apercevoir qu'en logistique, finalement, pour distribuer vos produits, vous perdez tout le gain fiscal que vous avez gagné dans ces paradis fiscaux, enfin ces zones franches, pas des paradis fiscaux, ces zones franches, vous le perdez en logistique pour distribuer vos produits. Donc faites très attention à l'endroit où vous vous implantez au Brésil, parce qu'il y a un impact fiscal direct qui peut être assez... Et qui est différent selon l'endroit où vous vous implantez aussi. D'accord. C'est une vraie difficulté. Michel, peut-être que vous avez envie de réagir. Quel conseil vous donnez à un Français qui souhaite implanter son entreprise au Brésil ? Comme je vais répéter, ou en tout cas renforcer le sujet, je crois qu'il faut, pour toute acquisition, faire des études au préalable. Pour autant, je crois qu'il ne faut pas non plus exagérer le propos. Le Brésil est un pays, est une démocratie avec des lois, même si la corruption existe. Et nous, société française, on est implanté là-bas et on arrive à faire du business, on arrive à faire des affaires sans avoir à faire des choses un peu hors bordure. Donc il faut aussi mesurer la capacité de l'État brésilien aussi à grandir, à se développer.
D'accord. Pascal, vous avez peut-être envie de réagir. Vous avez monté votre entreprise il y a déjà longtemps au Brésil, mais est-ce que ça a changé aujourd'hui? Est-ce que c'est différent? Oui, alors on ne sait pas si c'est une mesure protectionniste supplémentaire, mais le visa d'investisseur qui était à 150 000 reais vient de passer à 500 000. Donc au moment, ce qui est un peu surprenant, parce qu'au moment où le Brésil aurait besoin d'attirer les investisseurs, eh bien, il complique la tâche pour les petites sociétés. Alors pour les grands groupes, la différence est moins impactante. Mais pour les PME, ça complique quand même les choses. On a beaucoup de difficultés quand on arrive pour bien justement cerner, quand on est petite entreprise, les aspects de la fiscalité. Donc je pense que les deux choses, on peut dire 3 éléments avant de s'installer avec une PME. Choisir un bon avocat, un bon comptable. Moi, j'en ai changé 2 fois avant de trouver le bon. Et effectivement aussi de bien se renseigner sur avec qui on va s'associer ou avec qui on va travailler pour éviter les mauvaises surprises. Donc il y a une vraie étude préalable à faire. Tout à fait. C'est le problème souvent de beaucoup de personnes qui débarquent au Brésil, c'est qu'elles ne sont pas préparées. Le pays est tellement attirant, on a vanté le Brésil comme l'Eldorado depuis des années, et les gens arrivent sans être préparés, alors qu'ils vont se préparer pour aller en Chine. Ils arrivent au Brésil avec la fleur au bout du fusil et le choc est non négligeable. D'accord. Et justement, sur la préparation, on va parler tout de suite des différences interculturelles dans le milieu professionnel et elles sont vraiment à prendre en compte parce qu'elles existent. Et à ce sujet, on revoit Frédéric Junk. Bon, le business avec les Paulistas, c'est la même chose que le business avec les Brésiliens. On a un peu moins exagéré, parce qu'il est un peu plus européen. Mais il ne faut pas prendre un oui pour un oui. Demain, c'est pas aujourd'hui, mais c'est pas forcément demain immédiatement. Les deadlines ne sont pas les mêmes. Le moteur au Brésil, c'est l'émotion. Le gouvernail, c'est la raison. On ne demandera pas à un Brésilien, en argumentant, de s'investir plus ou de travailler un week-end si on en a besoin. Par contre, sur la base de l'émotion, on peut obtenir beaucoup de choses et unir ses équipes. Alors Jean-François, les différences culturelles au Brésil sont réelles parce qu'on pourrait croire qu'il y a une espèce de latinité commune. Et en fait, dans le travail, il faut vraiment faire attention, il faut bien se comprendre. C'est vrai qu'on peut être assez déçu parce que vous allez facilement avoir des gens qui vont vous taper dans la main, qui vont vous embrasser, qui très vite vont vous inviter à déjeuner. Vous allez croire que vous allez avoir une belle affaire qui va tomber et finalement ça n'arrive jamais. Et je pense qu'il y a un aspect contractuel aussi. Établir un contrat avec une entreprise brésilienne lorsqu'on va investir du temps et de l'argent pour travailler avec elle, pour être son fournisseur comme son client. Et c'est important quand même de formaliser les choses. Parce que je pense que juste une poignée de main et aller au restaurant ensemble, souvent offre quelques déceptions. D'accord. Michel, une réaction peut-être? Pleinement d'accord. Je crois que la grande différence du Brésil, lorsqu'on arrive là-bas, on a l'impression que c'est un pays qui ressemble à la France. Et on est relativement très surprise au bout de quelques mois de voir les différences culturelles entre la culture brésilienne et la culture française. Et au niveau professionnel, travailler avec des Brésiliens, c'est une école de la patience. Il faut savoir donner de l'énergie, il faut savoir donner du sens. Si le Brésilien n'intègre pas votre projet et les personnes qui entourent ce projet, vous n'arrivez à rien. Par contre, c'est une culture où la notion de temps, la notion d'objectif, la notion de rigueur sont des notions pour le Brésilien qui sont on va dire, limitées ou en tout cas bien différentes de la nôtre. Donc à mettre également dans nos organisations professionnelles des systèmes de contrôle parce qu'on a souvent des surprises. D'accord. Frédéric parlait dans la vidéo aussi de l'aspect émotionnel. Le Brésilien marche beaucoup à l'émotion. Vous êtes d'accord, Pascal? Oui, tout à fait. Il est beaucoup plus ouvert quand on arrive à lui faire passer des émotions. C'est comme ça qu'on peut le faire accrocher sur un projet, plus que par une belle présentation ou quelque chose qui... Une rigueur professionnelle. D'accord. Charles-Henri, une réaction?
Ah oui, moi ça fait 15 ans que je suis au Brésil et je ne travaille qu'avec des Brésiliens. Et plus les années passent, plus je me rends compte de la distance culturelle qui existe entre la culture française et la culture brésilienne, notamment dans les affaires. Parmi celles que j'ai eu la chance d'accompagner, les échecs ont été systématiquement dus à l'impréparation interculturelle, systématique. Ou l'impatience également. Oui, mais ça tient un peu au même, c'est une rationalité française, une émotion, comme tu le disais, brésilienne. Dans les négociations, il faut très vite noircir du papier pour savoir où on va, circonscrire vos négociations dans le temps. Alors, c'est un peu provoquer les Brésiliens, mais il y a un moment où vous gagnerez du temps à pas en perdre, parce que nombre de négociations qui s'effilochent pendant 6, 10, 12, 18 mois, où tout le monde était certain que finalement on allait faire de très belles affaires ensemble, et au moment de signer un contrat, ou même de commencer à noircir le papier, on est aux antipodes les uns des autres. Donc une très grande méfiance, et honnêtement pour moi c'est quasiment la règle majeure de l'échec au Brésil, cette impréparation à l'interculturel. C'est un leurre parce que comme vous le soulignez, on est a priori très proche, mais finalement très très loin dans la manière d'opérer dans les affaires. D'accord, donc il faut vraiment être attentif à ça. On va marquer une courte pause et on revient juste après pour un focus sur la vie quotidienne. La CFE, votre sécurité sociale jusqu'au bout du monde. De retour sur le plateau des 24 heures chrono de l'International, nous sommes toujours en direct depuis les studios de TV5 Monde pour cette émission consacrée à São Paulo. N'hésitez pas à tweeter via le hashtag 24HChronoTV. Alors, on va aborder le sujet de la vie quotidienne. Et impossible, quand on pense à la vie quotidienne au Brésil, il y a tout de suite le mot sécurité qui vient à l'esprit. Et on écoute tout de suite Marianne Gabert sur ce sujet. Bonjour Paris, je vais vous parler de la sécurité à São Paulo, ou plutôt de l'insécurité à São Paulo, qui est un vrai problème, le vrai point nord de cette ville. Il ne faut pas oublier qu'on se fait très souvent braquer ici. Moi-même, je me suis fait braquer, beaucoup de mes amis aussi, certains avec beaucoup de violence. Ce qu'il faut faire, c'est habiter dans un appartement. Déjà, ça diminue beaucoup de risques. Ou dans une maison à l'intérieur d'une résidence fermée et sécurisée 24 heures sur 24. Et aussi, beaucoup d'expatriés commencent à rouler en voiture blindée. Ça aussi, c'est bien pour diminuer les risques, parce que beaucoup de braquages se font quand on est en voiture. Et voilà, c'est l'un des gros inconvénients de cette ville. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a celui-là. Alors Pascal, déjà, est-ce si dramatique que Marianne nous le disait, le niveau de l'insécurité à São Paulo ? Non, mais je pense qu'elle a dû être marquée si elle a été victime d'une agression, ça laisse des traces. Le niveau d'insécurité à São Paulo n'est pas aussi dramatique que ça. C'est vrai que le Brésil est un pays hyper violent. On a de la violence, on a entre 45 000 et 50 000 morts violentes par an. C'est plus que dans certains pays en guerre. Donc, cependant, on a des types de comportements différents. Par exemple, on n'a pas les problèmes qu'on peut retrouver en Europe actuellement. On n'a pas de problèmes de violence liés aux religions. On n'a pas des problèmes d'insultes ou d'agressions quotidiennes
parce qu'on a refusé une cigarette ou parce que votre visage ne revient pas aux délinquants. On est plus dans un pays où la fracture sociale est énorme. São Paulo, c'est 19 millions d'habitants, c'est des très très riches, des très très pauvres, qui parfois se côtoient. On voit à Morumbi, qui est un quartier chic, qui est juste à côté de Paraisópolis, qui est la plus grande favela du Brésil. Oui. Donc, et on a des gens, le jeune qui va naître et grandir dans une communauté, c'est comme ça qu'on appelle les favelas, a peu de chances d'en sortir, parce que le système éducatif public est déficient. Donc c'est toute une jeunesse qui est gâchée, et il est plus facile pour eux de suivre l'exemple du petit dealer plutôt que de faire des études. Donc c'est vrai que compte tenu de la taille de la ville et de la quantité de population, ça pourrait être beaucoup plus violent que ça. On est en toute tranquillité quand on boit un verre en terrasse à São Paulo, ce qui n'est plus le cas à Paris. Voilà, ce qu'on peut avoir à São Paulo, effectivement, il y a des gens qui ont besoin d'argent, qui sont drogués parfois aussi, c'est pour ça qu'il faut se méfier, qu'il faut bien réagir. Et donc on peut perdre son portefeuille, son téléphone, sa montre. C'est pour ça qu'on recommande toujours d'adopter un profil bas, très discret. Mais voilà, après, tout le monde ne peut pas rouler en voiture blindée, ça représente des budgets énormes. Est-ce que c'est votre quotidien, vous? Donc merci pour ces raisons de l'insécurité, mais est-ce que vous roulez en voiture blindée? Comment, Charles-Henri? Non, moi je roule pas en voiture blindée, je prends le métro pour aller travailler à São Paulo, c'est un peu long, le réseau est pas aussi développé qu'à Paris. Je crois qu'il y a souvent beaucoup d'exagération, il y a des endroits où on ne va pas, donc il ne faut pas y aller. Il y a des comportements à adopter comme dans n'importe quel pays et surtout en Amérique latine. Il n'y a rien de plus au Brésil par rapport à d'autres pays d'Amérique latine qui sont parfois beaucoup plus dangereux. Et puis pas d'ostentation. Donc pas de bijoux, pas de Rolex, pas d'ostentation, et apprendre quand même à avoir un comportement face à une agression que nous n'avons pas culturellement, de savoir comment se comporter. Donc on a souvent de l'argent dans deux endroits différents. C'est l'argent du voleur, on dit ça, c'est l'argent du voleur au Brésil. Voilà. Outre cela, moi je vais travailler, je suis déguisé en avocat comme ça, pour aller en costume cravate dans le métro. J'ai jamais eu de problème particulier, donc à Rio, c'est un peu autre chose. Mais la violence est plus suburbaine à São Paulo, de par l'implantation des quartiers historiques de la ville. Michel, rapidement, vous êtes d'accord? Vous le vivez comme ça aussi? En phase, c'est vrai que ne pas montrer, la preuve, j'ai supprimé tout ce qui était or. Que de l'argent. Que de l'argent, parce que ça ne les intéresse pas. Quelques précautions à prendre, éviter d'aller chercher de l'argent au guichet automatique en fin de journée, lorsque la nuit est tombée. Maintenant, on vit très très bien à São Paulo. J'y suis depuis 4 ans et j'ai jamais eu le sentiment de peur. Je crois qu'il faut aussi faire attention, mais il faut aussi vivre. Ok, on va s'intéresser tout de suite à un sujet important aussi quand on parle du quotidien, c'est le coût de la vie sur place. Et on écoute tout de suite Loïc Braille. Si vous vous déplacez de Paris à São Paulo, vous aurez une baisse du coût de la vie sur place de 11%. Mais vous serez surpris par le coût du logement qui sera assez élevé. Comptez environ 1 350 € par mois pour un 2 pièces. Sachez aussi que la fiscalité est plus lourde qu'en France et les contributions sociales nettement inférieures. Au final, si vous êtes célibataire et que vous gagnez 50 000 € bruts à Paris, il vous faudra 47 800 € bruts à São Paulo pour maintenir le même niveau de vie. Jean-François, est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit ? La vie à São Paulo est excessive. Quand vous savez qu'un serveur dans un restaurant ou dans un café gagne à peu près 700 ou 800 reais, ce qui fait 300 €, 200 €, et que vous avez des appartements à ce prix-là, vous imaginez que la plupart des gens doivent cohabiter. La vie était très chère. Elle l'est un petit peu moins pour les hommes d'affaires comme moi qui avons des dollars, par exemple, avec une monnaie qui a fortement dévalué, qui m'a permis aujourd'hui d'apprécier une vie un peu moins chère à São Paulo. Mais ça reste quand même... São Paulo reste une sorte de New York d'Amérique latine, avec
les coûts qui sont relatifs à... D'accord, donc ça reste cher. Bon, Oui. on a parlé de l'insécurité, une ville chère, j'aimerais qu'on donne un Justement, côté un et peu si plus c'est cher, positif. si c'est cher, Oui. justement, la vie qui reste chère devient plus compliquée pour ceux qui n'ont pas Tout à fait, ce qui expliquait ce que vous disiez. Mais au niveau qualité de vie, par exemple, qu'est-ce qui est attirant à São Paulo? Peut-être les Brésiliens, je pense que c'est la vraie valeur ajoutée du Brésil. Je crois le Brésil, c'est le soleil, c'est l'énergie, c'est la musique. C'est un pays, même dans la situation actuelle où on vit une crise excessivement importante, vivre au Brésil, vivre à São Paulo ou à Rio, dans toutes les villes, c'est lorsqu'on aime l'énergie et le positivisme, c'est un vrai plaisir. Je crois que São Paulo, même si ça fait 19 millions d'habitants, il y a des quartiers, il y a un parc, il y a vraiment un endroit sympathique dans lequel vous pouvez vraiment profiter de la vie. C'est sympa. Les Brésiliens sont sympas. Je ne dis pas ça forcément des Parisiens. Par rapport à la culture française, le Brésilien est souriant. D'accord. Pascal. Chaque quartier est différent. On a un tel mélange aussi de culture, avec beaucoup de Japonais, beaucoup d'Italiens, beaucoup de Libanais, des Brésiliens qui sont arrivés des quatre coins du Brésil. Je pense qu'au niveau culturel, c'est la place forte au Brésil. Au niveau gastronomique, je pense qu'on a parmi les meilleurs restaurants. On peut vraiment à São Paulo se faire plaisir. Maintenant, c'est vrai que ça demande encore un certain budget pour les gens qui ne sont pas payés en euros ou en dollars. Donc, localement, pour les familles qui vont s'installer, ce qui est important par rapport à l'intervention qu'on a vue, c'est de prendre en compte les frais liés à la scolarité. Qui coûte cher? C'est-à-dire, la scolarité coûte cher. Au lycée Pasteur à São Paulo, ça va de 1500 reais par mois pour une maternelle jusqu'à 2900 reais par mois pour le secondaire, sur 12 mois. Je veux dire, donc c'est pas négligeable. Oui. En France, on n'est pas habitué à payer ça, sauf si on a des... Et en euros, vous pouvez nous faire la conversion en euros? Ça fait 350 euros par mois pour une maternelle, sur 12 mois, et 660 pour le secondaire. Donc il y a ça. Il y a les frais de santé aussi. Quand une complémentaire pour une famille de 2 enfants au Brésil, ça va chercher dans les 1500 euros par trimestre. C'est 6 fois plus qu'en France. Donc il y a des frais qui sont pas forcément, auxquels on pense pas forcément dès le départ, et se dire ça va coûter 11% moins cher qu'à Paris, avec tous ces frais qu'on va rajouter à côté, c'est une ville. Le niveau de prix des États-Unis à peu près. Ouais. Et on sait que les États-Unis c'est cher, c'est à peu près les mêmes niveaux de prix que les États-Unis. Au niveau des quartiers, de la vie nocturne, c'est sympa, ça se passe comment? Moi je suis plus rien, je suis marié. Non mais ou de l'offre culturelle, les sorties culturelles. Non, oui, c'est une ville. Je voudrais quand même souligner ce que dit Pascal sur le coût de la vie en santé. Tu n'as pas évoqué les médecins, les généralistes. Ça peut être 80 € la consultation d'un généraliste, ce qui est exorbitant. Oui. Moi j'ai vérifié avant de venir, les lycées Pasteur, c'était 2300 reais en maternelle, ce qui est exorbitant. Donc santé, prévoyance, logement et école, vous tirez un budget qu'un couple à Paris ne pourrait pas assumer. Donc je vois moi des clients qui n'ont pas suffisamment de trésorerie de vie, outre la trésorerie du business, de vie pour assumer correctement, de vivre presque chichement à São Paulo, qui est une vie chère. Alors la nuit à São Paulo, elle est magique. La plus-value des Brésiliens, la plus-value du Brésil, c'est évidemment les Brésiliens. Et il y a une vie nocturne extrêmement trépidante au son de la musique brésilienne, où là, je crois qu'ils sont très en avance même sur les États-Unis pour vous permettre de passer les heures les plus fabuleuses de votre vie. D'accord. Donc un gros besoin de trésorerie aussi pour préparer son voyage. Pour préparer son départ aussi, on écoute tout de suite Camille Guillonnet qui fait un point sur les différents visas nécessaires pour vivre et pour travailler au Brésil. Afin de renforcer l'attractivité du Brésil, notamment en vue des Jeux Olympiques d'été 2016, les règles en matière d'immigration brésilienne ont conduit de nombreux assouplissements ces dernières années. Le Brésil a notamment mis en place la dématérialisation des procédures de demande d'autorisation de travail afin de faciliter les demandes. Les ressortissants français et plus largement les ressortissants de l'Union européenne, désirant se rendre au Brésil avec leur passeport français ou européen, pour des séjours d'affaires ou touristiques sans y percevoir de rémunération de source brésilienne
et sans intention de s'établir durablement sur le territoire brésilien sont exemptés de visa court séjour pour une durée maximum de séjour de 90 jours sur une période de 180 jours. Alors, cette émission touche à sa fin. J'aimerais que vous ayez chacun un petit mot de conclusion. Charles-Henri, on commence par vous. Le Brésil, ça se mérite. C'est compliqué. S'y implanter prend du temps, de la sueur et des larmes, mais après un immense plaisir. Donc ça vaut vraiment la peine. D'accord. Je rajoute que finalement, la persévérance finit par payer. C'est aussi mon point de vue. D'accord, merci. Michel. Oui, il faut apprendre à connaître ce pays. Et c'est un très, très, très beau pays, avec une énergie extraordinaire. D'accord, vous êtes unanime jusque-là. Pascal ? Oui, tout à fait. Le ticket d'entrée est très élevé. Il faut être très patient. Il faut tenir bon pour une PME, surtout les 2 premières années, parce qu'il y a beaucoup de sociétés qui ne passent pas ce cap-là. Une fois qu'on a passé ce cap-là, après les Brésiliens sont plus en confiance et le potentiel est intéressant. Merci beaucoup à chacun pour votre intervention. On va se quitter et on se retrouve juste après pour une émission consacrée à la ville de Prague.